Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est Texama Show 114 il me semble, oui, 114. Comme d'habitude pour les news technologiques et informatiques de la semaine, c'est une news plutôt, enfin c'est une semaine plutôt calme. Il y a toutefois deux grosses news qui ont des implications assez importantes, donc on va en parler un petit peu. Et puis d'autres petites news un peu moins importantes évidemment. De toute façon septembre et octobre arrivent et là ça va être les deux grands mois où il y a énormément de news, surtout niveau smartphone, mais aussi un petit peu informatique. Vous allez le voir un petit peu justement dans cette vidéo. Ok, la première grosse news, c'était de la semaine. C'était un peu aussi de la semaine encore avant, il me semble. Ouais, bon bref. Global Foundries va attaquer en justice TSMC au niveau du fait que apparemment TSMC utiliserait des brevets de Global Foundries. Alors là, pour ceux qui ne connaissent pas ces deux compagnies, vous êtes en mode qui? Quoi? Alors, en gros, un truc que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que par exemple, vous avez justement Apple, voilà, Qualcomm, vous avez aussi Nvidia. Eux, quand ils designent une carte graphique, ils designent le processeur par exemple d'Apple, eh bien, c'est pas forcément eux qui le fabriquent. Même bien souvent, c'est pas eux qui le fabriquent parce que ça demande d'avoir des trucs de production et tout ça. Et c'est plutôt compliqué des fois et vous n'avez pas trop envie d'investir là-dedans. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent à des sociétés comme Global Foundries ou TSMC pour en gros, il leur donne, ok, voilà, c'est comme ça qu'est notre nouveau processeur. Comment on peut le faire avec votre processus de gravure? Puis TSMC ou Global Foundries va être en mode, ok, alors on peut faire comme ça. Nous, on a le processus de gravure en 7 nanomètres, on en a en 14 nanomètres. On peut vous faire ci, on peut vous faire ça. Ils designent ensemble un petit peu, à mon avis, ils doivent corriger les designs. Et puis en gros, c'est eux qui, littéralement, fabriquent les processeurs, fabriquent les puces de silicone, non pas de silicone, de silicium, faut pas confondre, c'est un faux ami. Donc ça c'est des wafers qu'on appelle ça. Donc chaque petit truc que vous voyez coloré un petit peu, c'est une puce. Ça peut être un processeur, ça peut être une puce mémoire, ça peut être une puce graphique, ça peut être un contrôleur, ça peut être à peu près n'importe quoi qui est fait en silicium. Donc ils font ça, et puis tout simplement, je suppose qu'ils donnent les wafers comme ça aux marques qui, elles, après, peuvent les tester, les trier. Pour les meilleurs, ça devient les meilleurs processeurs. Et les moins bons, ça devient les moins bons processeurs. Par exemple, Intel et même AMD, quand ils font un processeur weaker. Le weaker, si tout fonctionne bien, c'est un processeur weaker. Si il est un peu bof, on désactive 2 cœurs peut-être qui pose problème, ça devient un 6 cœurs, et ainsi de suite. Du coup, TSMC et Global Foundries sont très importants parce qu'il y a beaucoup de marques qui ne savent pas fabriquer leurs trucs eux-mêmes et qui en ont besoin littéralement. Et du coup, TSMC, du coup, ici, se fait attaquer en justice par Global Foundries parce que Global Foundries considère que TSMC utilise certains de leurs brevets, tout simplement. Vu qu'ils font un travail assez similaire, ça semble un petit peu logique qu'ils s'amusent à se battre un petit peu sur ce genre de sujet. Donc, ça pourrait arriver là. Le gros truc que vous devez retenir, c'est que dans le pire des cas, vraiment dans le pire des cas, on peut en arriver à une situation si Global Foundries gagne en justice, TSMC devra arrêter la production déjà de tout ce qu'ils produisent actuellement, avec ce qui utilise en tout cas le brevet que Global Foundries dit on va dire, qui est utilisé. Et aussi, ça veut dire que toutes les marques qui dépendent devront arrêter la vente de ces puces. Donc Apple, Qualcomm, Nvidia notamment aussi, devra arrêter de vendre leurs cartes graphiques, leurs téléphones, tout parce que ça utilise ce brevet qui a été utilisé à tort, justement. Donc ça, c'est le pire des cas. Il y a peu de chances que ça arrive. Soyons honnêtes, peu de chances que ça arrive. Le deuxième cas que vous verrez certainement arriver, c'est si Global Foundries gagne, TSMC va devoir juste allonger l'argent, c'est tout. Voilà, ils vont devoir avancer pas mal d'argent pour essayer de mettre à terme à ce problème-là et peut-être payer aussi les droits ou payer le droit d'utiliser les brevets ou autre chose. Donc ça, c'est certainement un cas qui pourrait arriver. Et puis un autre cas aussi qui pourrait arriver, Global Foundries ne gagne pas en justice et TSMC peut continuer de faire leurs processeurs, leurs puces et tout ça. Et tout le monde est content, tout le monde est génial. Alors, c'est un peu étonnant de voir d'ailleurs cette news parce que Global Foundries et TSMC ont été connus par le passé pour s'entendre sur les prix. Donc ça arrive souvent dans les marchés où il y a très peu d'acteurs, notamment le marché de la mémoire. Hein. Sauf que là, bon, Global Foundries et TSMC fabriquent certainement des puces mémoire pour certaines personnes, mais le marché de la mémoire, il y a très peu de personnes qui en font. Donc quand vous voyez, quand vous allez acheter de la RAM par exemple, et que vous voyez de la RAM Corsair, Crucial, G-Skill,
Kingston. Vous voyez plein de marques. Mais en réalité, les puces mémoire qui sont dessus sont fabriquées par 3 fabricants, il me semble, si je me souviens bien. Il y a Samsung, Ionix, je ne sais plus comment on le prononce exactement. Et puis un troisième, il me semble, c'est justement Micron. Il me semble que c'est les 3 gros que vous avez. Et du coup, ben, quand il y a très peu d'acteurs dans le marché, ils sont en mode « Hey les gars, et si on évitait de baisser les prix juste pendant quelques années, vous voyez, juste pour qu'on ait un petit peu plus de profit, parce que naturellement, les choses deviennent moins chères. Vous fabriquez quelque chose, vous devenez plus efficace, vous éliminez les problèmes qui vous faisaient perdre des puces, ça devient plus efficace, du coup, vous gagnez, enfin, vous fabriquez plus efficacement. Du coup, vous pouvez baisser le prix. Mais là, évidemment, avec le marché de la RAM, on connaît tout ce qui s'est passé. Non, ça n'a pas vraiment baissé en prix. Même, ils ont eu un problème, voilà, quelques années. C'est ça qui avait eu que la RAM avait augmenté au niveau prix. Mais même après que le problème soit résolu, le prix de la RAM est resté et a diminué très lentement parce que il s'arrangeait. Du coup, GlobalFoundries et TSMC ont déjà fait ça par le passé. Et du coup, c'est étonnant de voir que ils s'attaquent l'un l'autre. Bon, après, c'est assez... En réalité, c'est assez fréquent. Genre, c'est assez fréquent, je trouve. Apple et Samsung se sont attaqués en justice l'un l'autre, je ne sais combien de fois, alors qu'ils travaillent ensemble. Genre, les téléphones Apple utilisent des puces mémoire Samsung, ils utilisent des écrans Samsung, donc, ouais, c'est vraiment... C'est toujours comme ça. D'ailleurs, oui, pour ceux qui se demandent sur les wafers, ils sont ronds, c'est-à-dire que oui, les puces sur le côté sont inutilisables. Ça peut paraître étonnant, mais c'est parce que souvent, pour graver à une si fine gravure, ils utilisent des optiques, et les optiques souvent sont rondes. Je veux dire, si vous regardez les télescopes, sont souvent ronds, et tout ça, c'est plus facile de fabriquer des optiques ronds en temps normal, donc c'est plus facile pour eux de faire des wafers ronds, même s'il y a de la perte sur les côtés. Ils pourraient évidemment essayer de fabriquer quelque chose de carré, mais pas sûr qu'ils aient pour plus de production. Puis de toute manière, sur le bord, il y a de la marge, vous voyez, d'erreur. Donc même s'ils faisaient un carré parfait, sur le bord du carré, aussi bien ils auraient des pertes. Donc autant avoir des pertes sur le bord d'un rond. Bref, pour ceux qui se demandaient, juste voilà. Donc ouais, assez grosse news. On verra ce que ça donnera. On voit d'ailleurs, on voit un petit peu une liste des différentes marques. Il y avait, alors il me semble qu'AMD, ils utilisent GlobalFoundries, il me semble, AMD. Ou TSMC, je ne sais même plus. Dans tous les cas, ça pourrait être, franchement, dans le pire des cas au niveau décision de justice, ça pourrait être vraiment problématique pour beaucoup de gens. Mais bon, comme je vous le dis, à mon avis, ça va se régler avec beaucoup d'argent ou juste, voilà. Je dirais même, aussi bien, ils vont pas arriver devant la cour de justice. Hein. TSMC va être en mode, ok, on a trop de risques. Alors, bien que la réponse de TSMC, d'ailleurs, c'est que non. Ce que avance GlobalFoundries, c'est de la connerie, selon eux. Donc, à mon avis, ils vont arriver, ils vont aller plus loin. Mais s'ils voient qu'ils sont dans une situation où ils pourraient perdre, vous inquiétez pas qu'ils vont être en mode, ok, attendez, avant qu'on prenne la décision de justice, donnez un énorme chèque, on en arrête là. Ça va être certainement peut-être ça, on verra bien. Ensuite, deuxième news qui a fait pas mal de remue, qui a un petit peu fuité depuis les États-Unis, c'est que le gouvernement américain a... C'est juste une proposition de projet, ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont le faire, mais ils avaient une proposition de projet sur le fait d'utiliser des trackers Fitbit et les données de Fitbit pour détecter des possibles criminels, notamment avec le cas justement de ce qui arrive souvent aux États-Unis, des fusillades. Et du coup, déjà, un peu effrayant, même sacrément effrayant, soyons honnêtes. Ça veut dire que n'importe quel citoyen américain ou même citoyen dans le monde, au final, pourrait être espionné pour juste savoir ce qu'ils font et tout ça. Alors évidemment, ça arrive déjà. Je veux dire, Google collecte beaucoup de données, Samsung, toutes les grosses marques collectent beaucoup de données, donc on se fait déjà un peu espionner, mais là c'est un plan supérieur, vous voyez, ça va plus loin. Et il y a eu un peu des trucs similaires en France après justement les événements de 2015 et 2016 aussi, où il y a des lois qui ont été passées pour faciliter justement l'espionnage, littéralement, de personnes sur Internet. Donc si la police française considère que vous pouvez poser un risque donc de terrorisme, ici on parle, hein, pas juste un crime banal, ils peuvent, sans même forcément avoir une décision de justice, directement vous espionner, récupérer des données, pour justement essayer d'être le plus efficace. Alors c'est évidemment une bonne chose, forcément, hein, mais c'est aussi une mauvaise chose parce que ça veut dire que la plupart des citoyens français ont sacrifié une partie de leur liberté, littéralement, pour avoir un peu plus de sécurité. Et on sait tous que des fois,
sacrifier de la liberté pour avoir plus de sécurité n'est pas forcément une bonne chose. Du coup, ici, c'est exactement la même chose. C'est même pire, je pense, selon moi, parce que là, c'est-à-dire que c'est toujours le même problème. Le truc, c'est, ok, si c'est utilisé parfaitement, c'est génial, hein, franchement, ça permet de détecter des criminels ou autre chose, mais on le sait à 100% que ça va pas être utilisé parfaitement. On le sait que ça va être utilisé de manière dérivée. On sait que rien n'empêche un employé de ce service, parce que s'ils font une nouvelle agence qui s'amuse à faire ça, ou si c'est une agence qui existe déjà, peut-être un agent du FBI, qu'est-ce qui l'empêche? Vous voyez, qu'est-ce qui l'empêche d'aller juste regarder les données de sa femme, de ses amis, de quelqu'un qui l'intéresse dans la vie? Vous voyez, il y a des êtres humains partout et les êtres humains ne sont pas infaillibles, et du coup, et puis aussi le fait que, est-ce que ces données seront gardées à un endroit sécurisé? Pas forcément. On n'est jamais à l'abri, et selon moi, c'est toujours le même débat. Sacrifier de la liberté pour un peu plus de sécurité, jamais très bon. Il y a un minimum évidemment à avoir, forcément. Je veux dire, le minimum par exemple en public, c'est peut-être avoir, oui, quelques caméras de sécurité pour voir ce qui se passe. Le minimum, selon certaines personnes, c'est juste avoir peut-être une présence policière qui fait des contrôles. D'autres personnes diront que le minimum, c'est que les citoyens surveillent l'un l'autre. Chacun a un petit peu son minimum, mais une chose est sûre, quand on sacrifie vraiment de la liberté pour plus de sécurité, bah on perd plus, vraiment, on perd vraiment plus. Parce qu'imaginez une société dans le futur où, ah ok, ouais, il n'y a peut-être pas de criminels, mais tout le monde est surveillé, vous faites la moindre action, peut-être même vous pensez à quelque chose. Oui, vous pensez à quelque chose, il y a quelque chose qui le détecte, et aussi bien vous avez quelqu'un qui vient vous contrôler pour voir si vous ne faites pas n'importe quoi. Ça peut devenir très, très, très... C'est en gros, quoi qu'il arrive, selon moi, c'est une succession d'événements qui peut s'enchaîner. Si vous sacrifiez de la liberté là-dessus, ils vont essayer aussi bien dans quelques années de prendre plus, et puis dans quelques années de prendre encore plus. Donc, selon moi, à l'heure actuelle, ça ne vaut pas la peine de faire ça pour essayer de trouver de possibles terroristes. Surtout que, soyons honnêtes, aux États-Unis, ils auraient peut-être moins de problèmes si, je sais pas moi, ils régulaient un petit peu plus la vente des armes. Parce que, je sais pas si vous avez vu, ils ont fait le débat. D'ailleurs, c'est un petit peu le débat. Il y avait aussi un petit peu le débat, c'est une news un petit peu en rapport, mais avec le jeu vidéo, qui, selon Donald Trump, causait de la violence. C'est évidemment de la connerie, on va être très honnête. Il y a déjà eu plusieurs études d'ailleurs sur le sujet. Et puis, de toute manière, il n'y a pas que les jeux vidéo dans la vie. Il y a les films, il y a les livres, il y a la musique. C'était la même chose avec la musique, le rock, dans les années 60, qu'on considérait comme violent et tout ça. Est-ce que les gens sont plus violents maintenant que là, je ne sais combien d'années, ou est-ce que les gens étaient plus violents dans les années 60 que dans les années 40? Non. C'est juste que maintenant, par contre, on a beaucoup plus, évidemment, les réseaux sociaux qui montrent cette violence qu'on ne voyait pas avant. Mais la violence, réellement, est en train de diminuer petit à petit, surtout dans la plupart du monde. Bon, évidemment, il y a quelques pays qui sont encore en guerre, mais globalement, vraiment, il y a moins de crimes dans le monde, d'année en année. Du coup, dire que les jeux vidéo et tout ça rendent violents, c'est de la pure connerie. C'est vraiment le cas. Donc, quoi qu'il arrive, si je reviens un petit peu sur le sujet, justement, voilà, que je voulais dire avec les armes et les jeux vidéo. Pour information, aux États-Unis, Walmart, qui est une grosse chaîne de supermarchés, a enlevé des jeux vidéo parce que peut-être ça cause de la violence. Mais par contre, dans le rayon d'à côté, ils avaient toujours des armes à feu que vous pouviez acheter comme ça. Donc c'est ironique à un point inimaginable. Donc ouais, États-Unis, what the fuck, arrêtez un petit peu. Mais après, faites attention, ça se fait aussi dans le reste du monde. Je pense notamment à la Chine, qui a énormément de contrôle sur ses citoyens. La Russie aussi. La France, l'air de rien, si vous êtes français, dites-vous que la France n'est pas le pays le mieux à ce niveau-là. Vraiment, vous n'êtes pas forcément les mieux situés. Il y a beaucoup plus de pays qui sont beaucoup plus libres. La France est un pays qui, des fois, l'air de rien, a beaucoup plus de mécanismes de contrôle que vous ne le pensez pour essayer de trouver de possibles criminels ou autre chose. Et au final, honnêtement, pas toujours plus efficace. Ensuite, une news un petit peu d'espace. Ah oui, ça j'aime bien. Star Hopper, c'est la plateforme de test que SpaceX a conçu un petit peu pour justement tester
Ok, alors prochaine news, c'est au niveau de Starhopper de SpaceX. Ça, c'est le genre de news que j'aime bien. Donc, si vous ne savez pas, SpaceX est en train de préparer une nouvelle fusée qui sera le BFR pour Big Falcon Rocket, normalement, mais bon, beaucoup de gens l'appellent Big Fucking Rocket. Et du coup, ben, ce sera la fusée qui les permettra d'amener des gens sur Mars, littéralement. C'est pour ça qu'ils la conçoivent à la base. Mais après, évidemment, il y aura beaucoup d'intérêts commerciaux aussi, ne vous inquiétez pas, ça va de pair. Et du coup, ben, Starhopper, c'est le prototype du second étage de cette fusée. Donc cette fusée est composée de deux étages. Vous avez le booster en bas, qui permet de littéralement booster. Le second étage qui, lui, permet de transporter le satellite ou n'importe quoi des êtres humains directement en orbite. Et si c'est un satellite, il le larguera en orbite, il le détache, il le largue, il le met dans son orbite. Et puis après, justement, ce second étage pourrait retourner sur Terre. Donc la Falcon 9 de SpaceX, que vous avez déjà dû voir voler, est assez similaire au final, sauf qu'elle n'est pas réutilisable au niveau du second étage. Donc le booster peut réatterrir, mais le second étage, lui, peut pas revenir parce que genre, quand vous allez à des dizaines de milliers de kilomètres heure, ou plutôt une petite dizaine de milliers de kilomètres heure, c'est compliqué de ralentir. Surtout dans une atmosphère où, si vous passez à une telle vitesse, littéralement, la surface de, de votre second étage va atteindre des milliers, des dizaines de milliers de degrés. Donc ouais, ça paraît assez ironique, quoi. Vous pourriez vous dire, oh mais juste perdre de la vitesse, c'est facile. Ouais, mais quand vous êtes dans un endroit où il n'y a rien, il n'y a pas d'atmosphère et que vous continuez avec votre vitesse, si vous pourriez le faire, mais ça prendrait des dizaines d'années si vous voulez ralentir petit à petit. Et encore, il y a un moment où vous allez perdre tellement de vitesse, vous allez juste tomber dans l'atmosphère et vous aurez toujours encore assez de vitesse pour juste brûler. Donc, plutôt compliqué à faire. Du coup, ici, l'intérêt vraiment de Starhopper et de BFR, c'est d'avoir un truc 100% réutilisable. Donc là, Starhopper est juste un modèle à taille réelle, pas en hauteur. Vous voyez, on le voit un petit peu ici. Alors, ce truc-là, l'air de rien, vous vous dites, ah, ça c'est petit. Il fait 30 mètres de haut, hein, pour information. Oui, c'est plutôt gros. On voit pas d'image vraiment avec des êtres humains, mais ouais, ce truc-là fait 30 mètres de haut. Et il a volé jusqu'à 150 mètres de haut pour vraiment tester un petit peu tous les contrôles, le moteur de la fusée aussi, qui est un nouveau moteur développé par SpaceX justement, qui est plutôt classe en fait, qui utilise du méthane liquide pour information. Pourquoi le méthane liquide? Parce que le méthane est un bon compromis entre l'hydrogène et d'autres hydrocarburants. Notamment, vous avez le RP1. Le RP1, c'est du kérosène retraité encore plus. C'est du kérosène à son paroxysme, vraiment, avec le maximum d'énergie dedans. C'est extrêmement toxique d'ailleurs. Et ça vient du pétrole, hein, c'est du kérosène, quoi. Et du coup, là, le méthane, l'avantage, c'est que vous pouvez en fabriquer facilement. Vous pouvez en fabriquer sur d'autres planètes du système solaire, notamment Mars. Et en plus, c'est un bon compromis entre l'hydrogène, justement, comme je disais, et le RP1. Et en plus, vous pouvez avoir, ce qui est un petit avantage, vous pouvez avoir à peu près au même ratio que d'oxygène. Donc, vous pouvez avoir l'oxygène et le méthane à peu près aux mêmes proportions et aussi à peu près à la même température. Donc ça, c'est un bon point parce que par exemple, l'hydrogène doit être gardé très très froid contrairement à l'oxygène. Du coup, l'oxygène, des fois, si vous allez dire, oh, mais tous les deux sont froids. Par exemple, l'oxygène sera à moins 170 degrés. Je ne sais plus la température, je suis très honnête. Mais imaginez, l'oxygène est à moins 180 degrés, l'hydrogène est à moins 250 degrés parce qu'il faut qu'il soit vraiment froid. Le truc, c'est que vous allez dire, oh, c'est tous les deux très froid. Oui, mais si l'oxygène entre en contact de l'hydrogène, il est beaucoup plus chaud. Même si ça paraît très froid pour nous, c'est beaucoup plus chaud pour l'hydrogène et du coup, l'hydrogène va redevenir sous forme de gaz. Donc ouais, c'est bien d'avoir justement les deux, le carburant et le comburant. Donc le carburant, c'est le méthane, et le comburant, l'oxygène, à la même température. C'est un très bon avantage, c'est plus facile, et ça permet de garder justement les deux à bonne température pendant plus longtemps et avoir un vol qui dure plus longtemps. Parce que, évidemment, si votre carburant se dissipe dans l'atmosphère, ben, vous ne pouvez pas aller aussi loin que si vous auriez pu le garder. Bref, dans tous les cas, c'est un vol de test. Il y a une vidéo justement, on peut le voir un petit peu. Plutôt simple. Il a juste décollé, 150 mètres, et puis il a réatterri. Ils ont testé un petit peu aussi. Ils peuvent bouger un peu le moteur pour faire bouger justement
le véhicule. Donc là, on le voit notamment. Donc là, il va juste monter, tout bêtement. Et puis après, il va aller sur la gauche pour atteindre le pad d'atterrissage. On voit d'ailleurs un petit peu... Alors, il y a eu quelques problèmes avec ce lancement, même s'il paraît... Genre, il est réussi, hein, d'un point de vue, genre, ça atterrit, enfin, ça a décollé, ça a atterri. Mais il y a eu quelques petits problèmes, notamment, il y avait un truc qui a volé à la fin de l'atterrissage. On voit aussi, vous allez le voir après, donc, vous voyez la sortie du moteur. Donc là, c'est... Déjà, la flamme que vous voyez là, elle fait plus de 30 mètres de loin, donc c'est violent, et ça continue en dessous. Donc si vous êtes en dessous, vous êtes grillé, sans aucune question là-dessus. Vous voyez justement à quel point ça porte. Et du coup, on le voit un petit peu à la fin, voilà, la flamme devient jaune, et ça, c'est pas normal avec du méthane comme ça. La couleur qu'on voyait avant était la couleur naturelle, et du coup, si elle devient jaune, c'est qu'il y a beaucoup plus de carbone dans la flamme et tout ça. Donc il y a eu un petit problème, clairement, donc c'est pas parfait, mais... Ça a été quand même un bon test, c'était très intéressant de le voir voler. Et pour information, donc voilà, ça ressemble à ça. Mais 30 mètres, hein, le truc, hein. Retenez-le. Pour information, le modèle final, donc ça c'est le second étage, devrait faire 60 mètres, si je me souviens bien, je ne sais même plus. Il devrait faire 60 mètres, donc beaucoup plus haut, avec évidemment de quoi mettre, genre le satellite dedans aussi, ou des êtres humains. Et aussi le booster fera, je ne sais plus combien de mètres, il me semble qu'il fera 50. Il sera à peu près de la même hauteur en réalité. Le booster et le second étage seront à peu près de la même hauteur, c'est juste qu'ils auront évidemment chacun des buts un petit peu différents. Du coup voilà, il n'y a pas besoin de plus dire en fait. Personnellement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Ils préparent actuellement 2 prototypes, ils en préparent au Texas, parce qu'ils ont un site de lancement au Texas maintenant, et aussi en Floride, là où il y a le site que tout le monde connaît. Ils sont en train de préparer 2 prototypes qui, eux, vont aller en orbite, parce que ce prototype-là n'ira pas en orbite, c'est juste vraiment pour tester, comme ça, au sol. D'ailleurs, c'était son dernier vol, si je me souviens bien. Du coup, les prototypes orbitaux, si je me souviens bien, auront 3 moteurs, eux. Donc là, il n'y avait qu'un moteur. Et d'ailleurs, pour information, le booster, à terme, au final, aura 31 moteurs. C'est lui qui aura 31 moteurs, je ne sais même plus. Au total, en tout cas, au niveau moteur des Raptors, donc vous en aurez 41. Vous en aurez donc un certain nombre dans le second étage et beaucoup plus dans le booster qui lui fait le gros du travail pour genre quitter l'atmosphère, quitter l'emprise de la Terre littéralement. Donc ouais, massif, franchement c'est massif. Hein. Si vous regardez des images de comparaison, c'est juste... Les gens oublient souvent à quel point les fusées peuvent être énormes, vraiment énormes. C'est des immeubles littéralement qui décollent du sol. Bon, des immeubles pas très larges, mais des immeubles très hauts. Et ça décolle comme ça part dans l'atmosphère. C'est assez impressionnant, franchement. Du coup, ouais. Vraiment hâte de voir justement le prototype suborbital. Enfin, le prototype orbital plutôt. Voilà, c'est suborbital. Le prochain test qu'ils feront, donc ce sera avec l'autre prototype, ce sera à 20 000 mètres d'altitude, si je me souviens bien, ouais. L'espace, c'est à partir de... La définition est différente, mais beaucoup de gens disent que c'est à partir de 100 km. Mais après, certains considèrent que c'est à partir de 80 km. Donc voilà. Du coup, 20 000 mètres, 20 km, donc c'est clairement pas l'espace, mais c'est clairement plus haut que beaucoup de choses. Donc on verra bien ce que ça donnera, justement. Je leur souhaite toute une réussite, évidemment, parce que si ce véhicule est développé correctement et qu'il vole bien, pour information, ça permettra de réduire largement le coût de mise en orbite. Donc on pourra mettre en orbite des plus gros télescopes pour mieux voir ce qui se passe dans notre univers. Ça permettra de mettre en orbite des meilleurs satellites de communication pour avoir peut-être Internet en plein milieu de nulle part, ce qui est plutôt cool. Ils sont justement en train de travailler aussi sur Starlink. Et plein d'autres bonnes choses qui devraient être pas trop mal. Donc ouais. Ensuite, on revient à des news un petit peu hardware. Il y avait une news toujours très intéressante sur Cocoteland où ils comparent les prix de semaine en semaine des processeurs et des cartes graphiques. Là, c'est les cartes graphiques. Donc il y a un petit peu des hausses sur certains modèles, mais il y a globalement une baisse de cartes graphiques. Vous avez d'ailleurs des sacrées promotions. Il y avait quelques RTX 2070 de chez Asus, des Strix en plus qui étaient à genre 400 € sur Top Achat. Et c'est un très bon prix. Même par rapport au modèle AMD, c'est genre... C'est un excellent prix. Vous aviez aussi des modèles dual qui à 420 €. Je suis en mode... Il faut mieux prendre le modèle Strix, il est largement supérieur, mais bon. Et puis quelques modèles turbo ou autre chose. Mais il y a beaucoup d'autres aussi cartes graphiques qui sont à des sacrées promotions. Donc c'est vraiment le bon moment pour acheter des cartes graphiques. Enfin,
peut-être, parce qu'il y a aussi une autre news en rapport, et c'est justement là qu'on en arrive, c'est la news que je voulais parler, c'est qu'il y a plus de traces de nouvelles cartes graphiques AMD qui apparaissent sur le web. Il y a de fortes chances que ce soit pas pour tout de suite, donc si vous comptez vraiment acheter un PC maintenant, ne vous préoccupez pas trop, vous pouvez l'acheter. Mais ça arrive, il faut le tenir compte. Donc là, on parle de modèles plus accessibles, donc des 5600, des RX 5600 ou des RX 5500, qui auraient donc, comme l'indique, 3, 6 ou 8 Go de GDDR6. Et du coup, ben, ça pourrait être hyper intéressant en fait. Par contre, là, ils ont dit basé sur un GPU mystérieux Navi 14. Ça me paraît un peu bien. Navi 14, c'est pas la gravure, je suppose, c'est juste le nom peut-être du GPU. Enfin bref. Dans tous les cas, ça pourrait être très intéressant parce qu'actuellement, selon moi, déjà, la plupart des gens qui achètent des cartes graphiques, pour information, achètent des cartes graphiques en dessous de 500 euros. Vraiment. La plupart des gens, c'est là qu'ils achètent des cartes graphiques. Du coup, il y a déjà les très bonnes RX 5700 et 5700 XT qui sont justement en dessous de 500 euros. Mais il manque encore d'autres modèles en concurrence de Nvidia, genre entre 200 et 350 euros, je dirais. Parce que là, il y a les GTX 1660 et 1660 Ti qui sont en mode on n'a aucune concurrence, il n'y a personne qui peut nous avoir. Du coup, là, il nous faut vraiment des RX 5600 parce que ça donnerait plus d'options pour vous, ça donnerait des meilleurs prix, même si vous continuez à acheter une carte Nvidia, vous aurez des meilleurs prix forcément. Donc ouais, c'est une très bonne chose. Donc j'ai hâte de voir ces GPU arriver. J'espère que ils seront bons. Ils n'ont pas besoin d'être exceptionnels, ils ont juste besoin d'être bons à un bon prix. Et c'est tout ce dont on a vraiment besoin. Je pense que AMD vraiment, selon moi, brille au niveau carte graphique quand ils sortent des cartes graphiques que on peut acheter. C'est bien une carte graphique à 1000 euros, c'est génial, c'est la plus performante ou autre chose, mais soyons honnêtes, c'est encore mieux une carte graphique à 200 euros qui arrive à faire beaucoup de choses de la carte graphique à 1000 euros, peut-être pas aussi performante, mais qui en fait beaucoup et qui le fait pour pas cher. C'est selon moi vraiment là que les gens sont en mode, ok, ça c'est la carte graphique que je veux acheter. Donc ouais, AMD, continuez dans cette direction par pitié. N'essayez pas de sortir des toutes grosses cartes graphiques. Sortez-en plus tard si vous le voulez, mais concentrez-vous sur le moyen de gamme. C'est là qu'il y a de l'argent à faire pour vous. Et c'est là que les gens vont acheter. C'est là que vous pouvez prendre des parts de marché aussi. C'est important ça, parce que plus ils prennent de parts de marché, plus les développeurs prennent en compte que les gens ont des cartes graphiques AMD et du coup développent leur jeu pour les cartes graphiques AMD. Et du coup, en réponse, les performances sont meilleures dans les jeux pour les cartes graphiques AMD. Donc ouais, tout le monde est gagnant. Tout le monde est vraiment gagnant. Et aussi, ça baisse le prix des cartes Nvidia. Donc pour vous qui achetez des cartes Nvidia, si vous voulez vraiment que de Nvidia, c'est bon aussi pour vous. Et enfin, c'est pas une news. C'est juste que vous aviez été pas mal à réagir justement par rapport à la news Intel. Donc ouais, je me souvenais même pas que ça faisait aussi longtemps. En réalité, comme l'indique par exemple, on a Oleastre. Oui, il me semble. Oleastre 57 qui l'indique dans ce commentaire. Le 14 nanomètres a commencé avec Broadwell en 2014. Broadwell, c'était les Core 5000 qui ont existé très peu de temps d'ailleurs. Hein, vraiment, ils sont sortis et puis littéralement quelques mois plus tard, Intel était en mode oh, voilà le Core i7 6700K. Et du coup, les gens étaient en mode what? Ok. C'est pas la première fois qu'ils font des trucs bizarres comme ça. Du coup, Broadwell, donc Skylake, le 6700K. Kaby Lake, c'est le 7700. Coffee Lake, le 8700. Coffee Lake Refresh, qui était évidemment le 9900K et le 9700K. Et maintenant, on a Comet Lake, qui est un refresh de refresh de refresh, qui va être, du coup, un processeur d'e-cœur, comme on l'a vu la semaine dernière. Donc, ouais. Après, personnellement, c'est pas ce qui me dérange le plus. Comme je l'ai dit dans la news avant, et certaines personnes le disent aussi, ce qui est vraiment le point qui est juste en mode Intel quoi. Intel, juste vous foutez de la gueule des gens. C'est le fait qu'ils changent de carte mère encore une fois. Qu'ils sortent des nouvelles cartes mères, aucun problème. Mais qu'ils obligent les gens à passer sur les nouvelles cartes mères, c'est juste... Ça devient assez une honte. Alors il y a beaucoup de théories là-dessus d'ailleurs, pas que dans les commentaires, mais il y a beaucoup de théories là-dessus et elles sont plutôt valides. C'est que, par exemple, si ils forcent les gens à changer de carte mère, les constructeurs de cartes mères sont évidemment très contents parce que eux, ils vendent des cartes mères. Ils en vendent plus en tout cas. Et eux, c'est ce qu'ils veulent. Et du coup, peut-être que Intel a un peu cette pression des constructeurs de cartes mères, on ne sait pas. Aussi,
après, enfin, le truc, c'est que vous pouvez toujours argumenter, justement, que ben, si les gens doivent changer de carte mère, il y a aussi bien moins de gens qui vont upgrade, parce qu'ils se disent, oh, je dois changer de carte mère, j'ai la flemme, je continue d'économiser, j'attendrai dans quelques années. C'est possible aussi. Donc, je sais pas, moi, selon moi, forcément, ça doit leur coûter de l'argent. Surtout qu'en plus, leur processeur coûte plus cher maintenant. Les Core i7, c'était 300 € hein, pour information avant. Maintenant, les Core i7 et Core i9, vous êtes à 600 € facile. 500 € pour aussi les très bons Core i7. Donc c'est plus cher. C'est vraiment plus cher. Donc, à voir. Enfin bref, je vais en rester là parce que sinon on peut vraiment partir en débat pendant très longtemps là-dessus. Une chose est sûre, j'espère qu'en tout cas, au moins, dans le pire des cas, Intel aura des prix agressifs, au moins, pour aider à faire passer un petit peu plus la pilule, mettre de la concurrence à AMD, parce que c'est bon pour nous, je vous le rappelle. Si les prix diminuent chez un constructeur, ils diminuent chez l'autre. Vous, ça vous permet d'acheter moins cher et tout ça. Je m'en fiche que Intel soit supérieur, je m'en fiche que AMD soit supérieur. Moi, en tant que consommateur, je veux juste qu'il soit supérieur pour mon budget, c'est vraiment ça. Donc ouais, une chose est sûre, il y a beaucoup plus d'action au niveau des processeurs en 2019 et en 2018 et puis 2017 en réalité. Et c'est une bonne chose pour le consommateur. Si on pouvait avoir un peu plus d'action dans le domaine des cartes graphiques aussi, ça irait bien. Il y a un peu d'action avec les RX 5700, mais un petit peu plus, ça fera encore plus mieux en fait. Il y a aussi les cartes Intel qui doivent arriver, hein, les cartes graphiques Intel. Je vous rappelle, c'est en 2020. Ça approche petit à petit, hein, l'air de rien. Du coup, là, on aura encore un concurrent en plus sur le marché. Et ça fera 3 concurrents et ça, c'est une bonne chose. Je pense que c'est le joueur du grenier qui le disait dans sa vidéo où il parlait un peu des MMO auxquels il a joué. Bah, tiens, il est un petit peu sur la droite justement. Comme il le dit, un bon MMO, c'est un MMO avec 3 clans. Comme ça, les 3 clans s'équilibrent l'un l'autre. Et je pense qu'au niveau carte graphique ou même processeur, c'est l'idéal aussi. Parce que du coup, s'il y en a un qui est un peu... vous voyez, s'il y en a un qui a du mal, et si l'autre va très bien, le problème c'est que du coup, il y en a un qui prend l'ascendance. Ce qui arrive avec Intel et AMD en ce moment, vous voyez, il y en a un qui prend l'ascendance, puis c'est l'autre, et c'est pas forcément toujours bon. Si vous en avez 3, ils s'équilibrent tous les 3 en fait. S'il y en a un qui va mal, les 2 autres peuvent aller bien et se faire la concurrence entre eux. Donc, ouais, et si il y en a un qui va très bien et les 2 autres vont mal, ils peuvent essayer de s'arranger pour que... Voilà. Donc, ouais, quoi qu'il arrive... Hâte de voir ce que ça donne avec les cartes graphiques Intel, même s'ils font pas toujours les meilleures choses niveau processeur. En général, quand Intel se lance sur un nouveau marché, ils sont très agressifs niveau prix, donc je ne doute pas que là, ils mettront ce qu'il faut. Enfin, j'espère en tout cas. Enfin bref, du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Texama Show. J'espère que vous avez bien apprécié comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.